Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Notre Algérie, et quel plaisir d'être parmi vous mes amis en ce dimanche après-midi ensemble jusqu'à 16h30 avec bien entendu des présentations de personnalités du monde de la culture, de l'art, du patrimoine qui vont défiler tout au long de cet après-midi. Merci de nous recevoir chez vous également, hein. Un bon nombre d'entre vous, vous êtes en week-end puisque nous sommes aussi une émission qui se consacre également à la grande communauté algérienne qui se trouve dans les quatre coins du monde. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous sommes très heureux de recevoir monsieur Guerfi, Azzedine Guerfi, qui nous fait le plaisir d'être là dans le monde de l'édition, de l'écriture. Merci d'être là, monsieur Guerfi. Merci Linda pour l'invitation. Alors vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir, de partager avec vous ce moment, puisque avec vous, il est question bien sûr de patrimoine, d'identité, de patrimoine matériel et immatériel. Hein, donc la famille Guerfi est aussi connue dans le monde de l'édition, du livre. Oui, dans la librairie et l'imprimerie et aussi dans l'édition. Alors on est à peu près une dizaine dans le métier du livre. Il y a une seule fausse note. Un cousin qui est devenu couturier. Surtout pas ça. On salue notre ami Fouad Guerfi, un couturier talentueux. On le taquine, hein, parce que Fouad est un styliste, créateur de mode, qui a fait aussi découvrir le patrimoine algérien à travers le monde entier. Et la melhfa aurassienne, spécialement. Absolument, la belle melhfa des Aurès. On le salue vraiment vivement aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui fait un travail extraordinaire autour du patrimoine. Vraiment, on le salue. Et justement, alors aujourd'hui avec vous, monsieur Guerfi Azzedine, vous êtes, je disais, dans le monde de l'édition, du patrimoine. Je suis président de l'association des Amis de Medrassen. C'est ça. Voilà. Qui est une association C'est une association pour la valorisation et la préservation du patrimoine de l'Aurès d'une manière générale. Et elle a été créée autour du tombeau des Medrassen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus ancien monument d'Afrique du Nord. C'est le seul monument berbère, c'est-à-dire pré-romain. Il est daté de 3-4 siècles avant Jésus-Christ. Ça veut dire, alors, quand on va, pour le comparer, parce qu'il a la même architecture que ce que le dit Barromi a ici, le tombeau de la chrétienne. Le tombeau de la chrétienne. Alors, il est daté de 4 siècles avant, parce que le tombeau de la chrétienne est venu dans l'époque romaine. C'est le tombeau de Juba II et l'histoire connaissable. Alors, l'importance de ce tombeau, c'est que le seul témoin d'une civilisation berbère ou amazigh, ancienne, qui maîtrise, c'est-à-dire presque toutes les sciences. Et aussi une civilisation qui est ouverte sur le monde de l'époque, parce qu'on trouve effectivement des traces de l'égorgie égyptienne, qui a l'influence des Égyptiens, des Phéniciens et aussi des Grecs. Alors, c'est un pays qui a été ouvert. Justement, pardon, avec des photos. Hein, on va découvrir donc les photos que vous nous avez du tombeau, bien sûr. Alors, quand on vient de l'aéroport, hein, de Batna, pour aller au centre-ville de Batna, donc on croise pas mal de sites. Oui, alors ça dépend quelle route. Maintenant, ils ont fait une voie rapide. Alors on évite l'ancienne route qui nous amène par le Madère et tout ça. Là, on tombe droit sur le tombeau de Medrassen, des Medrassen. Alors, si on va encore, on est à 12-15 km de Timgad, et puis on peut retourner sur Lambèze. Alors, ça fait un petit détour de 15 km par rapport à la voie rapide, et on peut découvrir rapidement 3 sites merveilleux, dont un classé dans le patrimoine mondial, c'est Timgad, et aussi Medrassen qui est classé sur la liste indicative du patrimoine mondial depuis 2002. Alors que deviennent les éditions, vos éditions Alors les éditions Chihab, oui, alors on est là, on est présent, on produit énormément de livres. Vous avez aussi une librairie à Bab El-Oued? On a une librairie à Bab El-Oued. On a aussi un centre de distribution dans la zone industrielle d'Orwiba. Alors on est une maison d'édition généraliste. Alors on est connu aussi par nos livres autour du patrimoine.
spécialement aurancien, parce qu'on a publié énormément de titres sur le patrimoine aurancien, dont un beau livre sur Houria Aichi, un livre aussi... Alors voilà, nous voyons, pardon. Oui. Donc là, ce sont aussi des photos du tombeau de Madrassen. Prises par qui? Alors là, il y a des photos qui sont prises par Qais Jilali, un grand photographe, qu'on vient de perdre. Malheureusement, ça fait 48 heures. Vraiment un photographe talentueux et puis d'une modestie, d'une humilité extraordinaire. Nous avons une pensée. Et puis, on a une pensée aussi à sa famille. Et c'est une personne qui est membre fondateur de l'association des Amis de Madrassen, et aussi dans l'exposition après Alger, Batna, elle est en Europe. On l'a exposée à Murcie et à Barcelone, et elle va être bientôt en France et en Italie. Oui. Voilà. Donc nous avons vu un peu de... Le tombeau de Madrassen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, j'ai dit qu'il est daté de 3-4 siècles avant Jésus-Christ. Alors, les mots scientifiques, c'est l'architecture, c'est Basina. C'est Basina, surmonté d'un cône. C'est ce que nous voyons là. On le voit, on le voit. Et malheureusement, voilà, il a 2400 ans. Il est abîmé, un peu, grande partie abîmée. Oui. Il y a eu plusieurs actions pour la restauration, dont la plus importante a été faite dans les années 70 par des Italiens, dont le couple Donati, qui ont heureusement renforcé sa structure. Et puis, il y a eu plusieurs tentatives. Dans la plus récente, c'est celle qui a eu dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne, l'Algérie dans la coopération européenne, dont Madrassen était un projet pilote avec la Casbah d'Alger. Et puis on a travaillé 3 ans avec les institutions. On a soutenu ce projet. Malheureusement, il n'a pas vraiment abouti. La finalité, l'étude a été un petit peu rejetée. Et puis on ne désespère pas. On a un deuxième plan. Parce que le problème, quand tu rentres dans des projets comme ça, avec une administration lourde comme celle de l'Union européenne, c'est-à-dire on a des délais, et le patrimoine, on peut pas, c'est pas une voiture, on ne peut pas arranger un truc comme ça. On est tout le temps lié à des délais, et les gens travaillent beaucoup dans la précipitation, et là, c'est pas dans notre avantage. Voilà, alors nous sommes en train de préparer une initiative en partenariat avec le ministère de la Culture. Oui. Pour un projet pluriannuel sur 5, 7, 8, 10 ans, tu vois, avec on peut dégager des petits budgets où les gens vont travailler et que ce soit vraiment un exemple comme chantier école, les gens peuvent travailler ensemble, tout en intégrant des compétences, c'est-à-dire étrangères ou internationales, avec les compétences algériennes, pour pouvoir, parce que là on est présent, les Algériens vont rester, et là avec un budget moyen, c'est-à-dire c'est pas énorme comme le projet de l'Union européenne, on pourra avancer à petits pas pour la restauration définitive de ce monument. Alors, on va rester dans cette ambiance. Aujourd'hui, nous sommes le 21 juin, le solstice donc, de l'été qui s'installe aussi. Aujourd'hui, donc une soirée particulière. Et on voulait justement vivre cela avec vous, amis téléspectateurs, cet après-midi. La journée la plus longue, c'est la journée la plus longue aujourd'hui. Et c'est une journée donc que l'on voulait absolument fêter, célébrer, parce que la lumière se fête aussi. La lumière se fête. Et nous avons un très joli reportage fait par notre collègue Siham Knouch sur le solstice du 21 juin. On se retrouve juste après. Saad Saoud, Dhabah et puis le Boulard. Ce sont des maisons lunaires. Chez nous, on les appelle Mnazl. Il s'agit d'un calendrier vieux de 5000 ans autour duquel l'année agraire s'organise. Les mentions lunaires, c'est le mouvement de la Lune dans le ciel. Donc c'est des zones que traverse la Lune et à chaque fois, chaque nuit, la Lune passe sa nuit, donc tbiyit fi menzla. Donc on a deux mentions et un tiers pour chaque signe du zodiaque.
Il existe 28 maisons lunaires. Chacune compte 13 jours. Si on multiplie 13 par 28, on se retrouve avec 364 jours, ce qui correspond à une année agraire. L'année agraire débute le 29 novembre. C'est le début de Choula, ou l'hiver. L'hiver se termine par le boulaire. Après le boulaire, c'est Saad Saoud qui s'installe, le début du printemps. Saad Saoud, l'eau coule dans les roseaux. Cette période est propice pour le greffage. Alors, on s'occupe des arbres comme les cerisiers et les pommiers. Saad al-Khabia indique la fin de l'hibernation. En cette période, les animaux tels que les tortues sortent dans la nature. La relation qui existe entre ce calendrier et l'année agraire est remarquable. Le 16 mai est le début de l'été. 37 jours après, c'est le 21 juin. Et c'est le début de l'Ansara. Le solstice d'été, c'est un événement particulier. C'est la fin, normalement, dans quelques régions, la plupart, c'est la fin de la récolte. Donc, et on doit aussi préparer la prochaine saison. Donc on défriche. On a des herbages, donc tout devient sec et on va défricher tout ça pour éviter les champignons, pour éviter les insectes. Et on a l'habitude de faire d'enfumer toute la campagne. Donc, et ça correspond, donc la tradition, c'est la Saint-Jean. Nous, on l'appelle l'Ansara. La fin de l'été est marquée par Smaïm. Après Smaïm, c'est l'automne, toute une autre histoire. Ce calendrier était usité chez les sociétés agraires qui, autrefois, savaient chanter à la pluie ou au beau temps. Superbe, très beau reportage qui nous fait aussi découvrir la beauté de la nature en cette période de pandémie, n'est-ce pas, M. Guerfi, cette période de pandémie où on vit des moments exceptionnels parce qu'on n'a pas respecté la nature. Parce qu'on n'a pas respecté la nature, donc on est quelque part Il y a des puni. excès, oui. Notre époque, il y a énormément d'excès, tu vois. Les excès sur le plan économique, ça a complètement détourné l'environnement. La matérialisation de la vie. La surproduction, la société de consommation a complètement détruit la nature. Voilà. Maintenant, on consomme des OGM, on consomme des oranges en été, on consomme voilà. Et là, ça a complètement bouleversé. Et tous ces fruits et légumes qu'on attendait avec impatience pour les consommer en hiver, tels que les poivrons, les aubergines, les fraises, toutes ces bonnes choses, on les retrouve au mois de janvier, au mois de février. Et ça, Et puis le problème, pour les produire, il faut utiliser le chauffage, il faut utiliser il faut utiliser aussi des serres et aussi beaucoup d'engrais. De pesticides, d'engrais. Et puis maintenant, voilà. Alors on a un fruit beau sur le plan esthétique, calibré, mais aucun goût. Voilà. Et tout ça, ça influe sur l'environnement. Oui, absolument, tout à fait. Donc, et nous, ce qui est certain aujourd'hui, puisque vous êtes parmi nous, M. Guerfi, c'est aussi parler de l'environnement et ce savoir-faire que nous avions, nos ancêtres avaient ce savoir-faire de savoir préserver la viande séchée. Oui. Beaucoup de bonnes choses, des conserves qui ont tendance à disparaître. Dieu merci, aujourd'hui il y a pas mal de belles initiatives qui se font sur les réseaux sociaux, des fermes pédagogiques, des rencontres, où on revient vraiment vers le patrimoine, tel que Darjedé par exemple. Toutes ces personnes, bon, je cite quelques-unes, quelques initiatives. La Maison du Terroir aussi. La Maison du Terroir, absolument. Le fameux fromager aussi, du côté de Benaknoun, qui lui aussi fait un travail
extraordinaire. Toutes ces personnes, toutes ces belles initiatives font que l'on essaye de faire ressusciter toute cette vie d'antan, qui est une vie quand même plus ou moins saine. Ce sont des produits sains. Nous consommons des produits sains. Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'initiatives à l'intérieur du pays. Parce que j'étais à Adrar, Timimoun, à Patna aussi. À Khenchela. À Khenchela. Les gens, maintenant, ont pris conscience qu'il faut produire peu et de qualité. D'accord. Et je crois qu'il y a une prise de conscience. Maintenant, j'ai vu des dates de Timimoun, c'est extraordinaire. On m'a ramené des dates de Timimoun, son noyau. Son noyau, oui. Son noyau, qui sont d'une qualité. Et maintenant, ils sont conseillés, quand on a donné à des amis médecins, maintenant, c'est très conseillé parce qu'ils contiennent, alors je ne suis pas spécialiste, certaines substances, c'est excellent pour les cancéreux. Alors on en ramène pour, surtout les enfants cancéreux, alors mon épouse qui fait ça. C'est-à-dire, on a des produits exceptionnels, mais les gens, malheureusement, on ne connaît que des glitnor, voilà. Ça. Mais il y a, dans les oreilles, je sais qu'il y a 103 variétés de dattes. Mais personne ne connaît, personne n'en parle. Et chaque date a sa variété, elle a son histoire. Son histoire. Et malheureusement, il faut qu'on préserve ce patrimoine. Complètement. Complètement. Et là, on a une fixation parce que pourquoi il y a une médiatisation autour d'un projet. Et là, tout le monde va sur produit et on perd les autres variétés. Et là, il faut, à mon avis, il y a un rôle de l'État pour garder les souches d'origine de certains produits. Alors, vous êtes aussi parmi nous parce que vous êtes aussi, vous avez ce fameux marathon. Oui. Ce fameux marathon qui est célébrissime. Le marathon international des madrasines. Oui, marathon international de madrasines. On est à la 10e édition. Et l'idée, c'est que comment mobiliser les Algériens autour du patrimoine. Moi, je crois que les Algériens sont mobilisés autour de deux choses. Il y a les spectacles, la musique, et il y a le football, le sport d'une manière générale. Et l'idée, c'est que comment allier sport et patrimoine. Et l'idée que le tombeau se trouve à 40 km de la ville de Batna. Et puis, il fallait trouver 2 km un petit peu au centre-ville. Et l'idée, elle est toute là. Et on a lancé l'idée du marathon international de Madrassen. Et au début, c'était des débuts timides. Et maintenant, on se retrouve à la 10e édition à 1600 participants, dont 14 pays qui ont participé à ce marathon. On se retrouve autour du Madrassen, entre 4 à 5 000 personnes autour du Madrassen ce jour-là. Et là, il y a un document qu'on diffuse pour le faire connaître d'une part. Deuxièmement aussi, on peut faire un discours, parce que ce marathon, il y a une organisation. On a à peu près entre 250 à 300 bénévoles, parce que c'est 42 km. Et il y a des stands de ravitaillement. Il y a une logistique extraordinaire. Et là, c'est les villageois. Les villageois de Fisdis, de Bouakaz, tous les villages qui sont sur le tracé du marathon, qui nous aident, qui sont des bénévoles. Et c'est la meilleure manière de promouvoir c'est-à-dire le patrimoine et aussi de le préserver. Parce que c'est les habitants mitoyens au site qui peuvent le préserver. C'est eux qui peuvent, c'est-à-dire le préserver c'est-à-dire de la destruction ou des graffitis, parce qu'ils sont là. Et là, voyons l'ambiance qui règne. Voilà, exactement. Ça, c'est une ambiance extraordinaire. C'était en quelle année, celui-ci, le dernier? C'est cette année. C'est le 5 octobre 2019. Voilà, c'est le dernier. Et normalement, si tout va bien, on a la 11e édition le 6 octobre 2020. La 11e édition. Voilà. Et nous sommes contents parce que avant le marathon, chaque année, on fait un bilan des actions menées par l'association autour du Madrassen, en invitant bien sûr le ministère de la Culture, les autorités locales, et on fait chaque fois un bilan où on est nos actions pour la préservation du tombeau. Alors, à chaque fois, 3 jours avant, on fait un bilan, et là, bien sûr, on annonce ce qui a été fait, et le marathon, c'est vraiment la grande fête populaire, parce que on voit effectivement tout est aux couleurs locales. Tout est en couleurs locales, la musique, le chant, les baroudeurs, la fantasia. Alors vraiment une ambiance extraordinaire de ce marathon, et les gens viennent de très très loin, du Canada.
Et puis, il y a aussi la difficulté... Est-ce que ce sont des Algériens du Canada ou ce sont des Canadiens? Absolument pas. Maintenant, le marathon, on a pu homologuer la distance. Maintenant, il est dans le calendrier international. Et les marathoniens, ils ont un programme. Les marathoniens, généralement, c'est des férus, c'est-à-dire vraiment des mordus de course à pied. Ils cherchent où il va trouver le marathon particulier, exceptionnel, etc. Et les gens viennent jusqu'à un moment où on a des inscriptions. D'accord, on a des difficultés des fois pour avoir le visa parce que les gens sont venus de très très loin, du Canada, des Canadiens, d'Angleterre. Enfin, on ne parle pas de la Méditerranée parce qu'ils viennent d'Espagne, de France, parce qu'on est prêt, mais les gens viennent d'autres pays, de très très loin, qu'on ne soupçonnait même pas qu'ils allaient venir, et ils viennent pour courir ce marathon qui est devenu une référence. Il est devenu maintenant le deuxième marathon au Maghreb après celui de Marrakech. Alors vous imaginez qu'est-ce que c'est comme Marrakech. Et là, en nombre de participants. Bravo, bravo. Voilà. C'est toute une organisation. C'est une organisation et c'est une initiative citoyenne. C'est-à-dire, elle a un aspect aussi écologique. Oui, oui, et aussi, c'est-à-dire quand on a, chaque année, on a un défi parce que le problème, il faut un budget. Oui. Il faut un budget pour organiser tout ça parce qu'on héberge entre 800 à 1000 personnes. Vous savez, alors on implique l'éducation pour nous donner les internats, on implique l'université, on implique les sociétés de transport pour transporter ces gens-là, on implique, vous imaginez, les services de sécurité. Alors tout le monde est impliqué, c'est la ville qui est en fait les services de santé, parce qu'il faut, des ambulances, il faut des médecins, il faut, voilà. Alors vraiment, c'est toute la ville qui est mobilisée pour cet événement. Et là, c'est important parce que c'est une association. C'est une association, on a pu mobiliser toutes c'est-à-dire les directions de la wilaya autour de ce projet. Et on est vraiment, vraiment très, très fiers de cet événement qui revient chaque année. Alors là, on voit là exactement, toujours autour... Ça, c'est l'équipe technique qui vient. Alors là, c'est un mesurage électronique. Parce que pour qu'il soit homologué, les gens courent avec une puce. Et la puce, elle donne chacun, il a un temps, parce que celui qui est derrière, il faut qu'il passe la ligne de départ pour que le chrono se déclenche, démarre. Oui. Parce que vous avez donné le départ pour 1500 à 2000 personnes. Tout le monde veut être sur la ligne. Mais là, avec ce système de chronométrage et aussi de contrôle, parce que chaque 20 km, chaque 15 km, il y a une puce pour dire que ce coureur est passé par là. Alors, on a pu vraiment organiser un marathon, c'est-à-dire dans les normes internationales. L'édition, alors il y a la sortie de Madrassen Histoire secrète. Alors l'idée est toute simple. Dire Madrassen, on en parle. Le livre justement. Oui. Alors on parle du Madrassen. C'est qu'on parle d'archéologie, on parle d'histoire. Madrassen Histoire secrète. Voilà. Alors, vous avez et l'idée de l'association, c'était quoi? Pourquoi pas créer des histoires, donner vie, donner une âme à Madrassen. D'accord? Il faut créer des histoires. Alors, s'il y a une histoire... Alors, on a invité une dizaine d'auteurs, d'écrivains de renom, des Algériens aussi, des étrangers qui ont participé avec nous. Et l'idée, chacun crée une histoire. C'est-à-dire, c'est une nouvelle en quelque sorte. Et chacun est parti dans une piste. Et ça a donné vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est le départ d'une nouvelle, on va vers le roman, et du roman, on peut partir à un scénario et on peut y aller vers le cinéma. Et c'est la meilleure manière de promouvoir. Ah oui, voilà. Forcément. On prend Jeanne d'Arc, qui était quand même bannie par l'Église, c'est extraordinaire, qui a été brûlée sur un bûcher. Et puis regardez, à travers un récit, à travers un roman, on en a fait une héroïne. Et c'est la même chose. Moi, je crois qu'il faut qu'on puisse créer, c'est-à-dire donner vie à nos sites, donner une âme, créer des histoires. Et c'est là où on a poussé des romanciers à créer des fictions pour pouvoir donner vie à ce monument.
C'est formidable. Là, justement, on reste toujours avec vous, hein, restez parmi nous parce que vos initiatives sont passionnantes, intéressantes. On reviendra vers les éditions Chihab et votre librairie, qui se trouve même donc à Bab el-Oued. Il y avait pas mal de rencontres qui se faisaient donc dans cette librairie historique de Bab el-Oued, où on a eu cette chance de venir et de rencontrer de très belles personnes. Hein, vous avez lancé aussi pas mal de plumes. Hein, des romanciers qui ont vu naître leur premier ouvrage chez vous. Donc on va découvrir cela juste après une chanson de Djamel Sabri, Bechtola. On va rester dans l'ambiance. J'adore. Voilà, et on se retrouve juste après. De notre artiste avec cette belle chanson de Chtola qui est aussi du terroir. Hein, c'est le Mek Jagger algérien, exactement. Quand on sait que ce travail a été réalisé
avec le regretté Ali Fria. Et c'était ici à la télévision, à la radio algérienne. Hein. Donc voilà, c'est dans un site bien particulier, tout ici dans l'espace de la radio et la télévision algérienne. Un bel endroit, un beau site qui fait partie du patrimoine également, puisque voilà. Donc ça c'est aussi important de souligner tous ces espaces, ces beaux espaces, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la radio et la télévision algérienne, il y a de très très beaux espaces qui sont aussi liés au patrimoine, avec des villas mauresques, des jardins, et qui descendent pratiquement jusqu'à la place du 1er mai, hein, de l'autre côté. Donc c'est immense. Hein. Ce serait bien aussi qu'on puisse un jour faire visiter ce bel espace qui est l'espace de la radio et la télévision algérienne, qui ont toute une histoire. Toute une histoire. Voilà. Donc, on revient justement à votre librairie, qui est une librairie qui est toujours ouverte. Toujours ouverte. Ben, on a fermé presque 3 mois avec le confinement. Oui, bien sûr. Et, voilà. Enfin, ça va être très difficile pour les libraires parce que, vous savez, c'est un métier très, très fragile. Et 3 mois d'arrêt, plus l'été, ça va faire 6 mois presque sans chiffre d'affaires. Alors ceux qui font une autre activité en parallèle, la papeterie, ils peuvent s'en sortir, mais ceux qui font exclusivement le livre vont vraiment souffrir. Et j'espère que le ministère de la Culture va penser à ce métier, à ce métier noble. Absolument. Et c'est lui qui est... C'est le vente de détail, c'est-à-dire sans le libraire, il n'y a pas d'édition, il n'y a pas de production de livres. Alors, nous souhaitons que les institutions, que le chef de gouvernement, que le ministère de la Culture regardent tous les métiers, c'est-à-dire ce qui s'est passé lors du confinement pour toute la chaîne du livre, que ce soit les éditeurs, les libraires, les distributeurs et les imprimeurs, parce que vraiment, ils ont souffert de cette période. Et bien justement, puisqu'on parle de ce monde, on va vous laisser partir dans quelques instants. Il y a eu une très belle initiative au Palais de la Culture entre donc, le ministère de la Culture et le British Council. Donc autour de la création d'une librairie digitale. Donc il faut s'inscrire, il faut entrer au niveau du portail, il y a un portail commun où on peut s'inscrire et découvrir toutes les nouveautés, que ce soit en matière de films, en matière d'édition, et tout ce qui est lié en fait à l'art et à la culture. Et vraiment il y a de très très belles choses qui sont... Non, c'est une excellente chose. Là effectivement, ils ont dématérialisé le produit, c'est bien parce qu'il y a le confinement. Mais le métier du livre, on a besoin de la matière. Ah oui, complètement. Pour faire vivre la chaîne du livre, il faut produire. Même en Europe, la même chose. Mais ça reste pour faire tourner les imprimeurs, le libraire. Il faut aussi qu'il faut produire des livres. Il faut que l'État soutienne ce métier. Parce que sans production de livres, ça doit être terrible. C'est-à-dire clair. Pour l'Algérie, pour la culture, pour la culture algérienne. Absolument. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Au plaisir de vous retrouver. J'espère avec beaucoup de beaux projets on va vous inviter on va vous inviter peut-être au marathon. Avec plaisir. Au marathon du Madrassen, direct à partir de chez vous. Voilà, parce qu'on a convenu avec le ministre de la Culture, puisqu'ils l'ont dit, je vais annoncer, et convenu de faire vraiment 2 ou 3 jours autour du tombeau pour trouver vraiment de nouvelles voies pour prendre en charge la restauration du Madrassen. Du Madrassen. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Linda. C'était un plaisir, monsieur, vraiment, Azdin Guerfi, d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission, notre Algérie, je le disais. Donc, on reste dans ce monde, le monde de l'écriture et le monde de la librairie et de l'édition, avec ce beau reportage signé Fella Benour, et on se retrouve juste après. Merci beaucoup. Merci. Le CLIC, ce sont plus de 100 000 ouvrages qui sont désormais à la disposition de tous les Algériens sans aucune retenue, sans période de retrait et sans limite grâce à la bibliothèque numérique. Une première en Algérie qui met encore une fois en avant les relations d'amitié algéro-britanniques.
C'est une première. Je suis vraiment très contente de cette offre. Elle tombe à point vu le confinement et le Covid-19. Je pense que je suis sûre que ça va être d'une très grande utilité aux Algériens. Dans le cadre de cette coopération, plein de choses vont se mettre en place. Nous avons le lien très profond et je crois que c'est le moment de développer notre partenariat gagnant-gagnant dans ce domaine de couture qui est une base pour tant de compétences. Je rends hommage aux compétences technologiques et linguistiques des jeunes Algériens. L'accès est très simple. Si vous avez plus de 18 ans, il suffit de s'inscrire en ligne. En plus des livres, vous trouverez des journaux, des magazines, théâtre, cinéma et musique, mais pas seulement. Des cours de formation font également partie du package. Il y a des audiobooks, on peut écouter. Oui. Et les e-books pour lire. Oui. On peut emprunter pour 3 semaines. Ou on peut placer sur le bookshelf pour regarder en ligne. Ici, c'est pour chercher les livres académiques, history. Oui, il y a beaucoup en ce qui concerne l'histoire d'Algérie, oui. Prévue depuis plus d'1 an, cette bibliothèque numérique est accessible gratuitement durant cette crise sanitaire. Pour cela, les amoureux du livre et de la langue de Shakespeare peuvent utiliser leur smartphone pour un voyage exceptionnel. On apprécie donc une pensée pour lui, pour toute sa famille. Merci d'être parmi nous. Marhaba bikoum ya al-Habab, ravi de vous retrouver en direct de Cannes à l'Algérie dans notre émission Notre Algérie. Notre deuxième invité, vous savez qu'on respecte aussi la distanciation, que nous sommes aussi, nous restons très prudents quant à ce que la pandémie, cette crise sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement, nous vivons, le monde vit dans cette pandémie, la distanciation, ne pas oublier de se laver les mains, le masque, on ne peut pas porter le masque nous en direct, mais nous le portons bien entendu
quand on sort de cette salle, et puis nos collègues le portent tous. Et notre invité, la deuxième invitée de cette émission, Gésia El Morfi, qui est parmi nous, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonjour Gésia. Bonjour Linda. Merci pour l'invitation. Ravie d'être là parmi vous. C'est un plaisir de vous recevoir, Gésia El Morfi, très active toujours en matière de culture, de patrimoine, avec notamment Medina Mood. C'est un concept store où vous êtes à la recherche d'artistes et d'artisans. Un travail formidable. Avant, donc, il y avait la galerie Bouffée d'Art. Qui avait aussi beaucoup activé, puisque vous aviez les ateliers de bijoux. Nous avons reçu tellement de personnes qui défilaient chez nous et qui ont pratiquement tous fait la formation chez vous. Une formation pour être dans le bijou, créatrice de bijoux. C'était formidable. Entre autres, bien entendu. Il y avait prodigué des cours de peinture, de dessin, de vitrail, et plein d'autres, modelage, etc. Et puis maintenant, j'ai un petit peu évolué. Et effectivement, j'ai ouvert cet espace Concept Store depuis 2 ans, bientôt 2 ans déjà, oui. Et c'est un espace comme ça, très éclectique, où l'on retrouve un tas d'objets artisanaux, et puis, alors pas que, parce que je continue à faire espace galerie. J'expose pas mal d'artistes algériens, donc galeries d'art, et puis objets artisanaux. C'est un mélange finalement, très sympa. On arrive comme ça à allier les deux. Oui, et donc là, justement, puisque vous êtes parmi nous aujourd'hui, on va profiter au maximum de votre présence parmi nous et savoir qu'est-ce qui a fait que c'est pas facile, c'est pas évident aujourd'hui de lancer un projet pareil. Vous êtes pratiquement à bientôt une dizaine d'années. Oui. 10 ans, oui. Déjà. C'est vrai, ça passe très vite, le temps passe vite. Oui. Et oui, c'est vrai que c'est d'abord une passion. Hein. Moi, je viens du domaine bancaire. J'ai complètement changé d'orientation. J'avais pris moi-même des cours de peinture à l'époque. Et puis j'ai ouvert mon petit atelier qui s'est agrandi. Et puis voilà, les choses ont fait que j'ai mûri, comme je vous l'ai dit auparavant, ce projet-là de lancer cet espace où l'on trouve beaucoup de l'artisanat. Vous savez, l'idée m'est venue comme ça. Quand vous avez vu ailleurs. En visitant, vous savez, beaucoup d'expositions ici à Alger, même dans vos émissions d'ailleurs. Hein, moi, j'ai regardé comme ça vos émissions et puis c'est vrai que ce patrimoine, il faut le préserver, Linda. Il faut le transmettre. Ces métiers, tous ces métiers manuels se perdent malheureusement. Ces derniers temps, ces dernières petites années, il y a comme ça un frémissement, il y a eu comme ça émerge de plus en plus. Malheureusement, il n'y a pas d'école d'artisanat. Moi, je vous en ai parlé déjà. Et comme ce qui se fait chez nos voisins tunisiens et marocains, ça se transmet chez nous de père en fils et il devrait y avoir, vous savez, après le bac, il devrait y avoir des écoles où l'on forme ces artisans pour sauvegarder ces métiers manuels. Ça s'est beaucoup perdu. Il reste quelques dinandis à Constantine, il reste quelques vanniers à Tizi Ouzou, à Koléa. Mais sinon, moi j'essaie comme ça d'aller les dénicher, d'essayer d'avoir comme ça des choses un peu. Enfin, déjà l'histoire du concept store, ces espaces-là existent depuis une trentaine d'années déjà aux États-Unis et en Europe.
et c'est venu en Algérie tout récemment. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'espaces tels que le mien. Il y en a déjà. Et puis, on essaie comme ça de dénicher, vous savez, des objets uniques. Et puis, surtout, les moderniser. Et vous, on vous voit un peu partout. Hein. Vous êtes très souvent dans les expositions, à la recherche de la perle rare. Hein. Donc, des artisans, vous avez le coup d'œil. J'essaye, Linda, j'essaye. Vous avez le coup d'œil, on le sent, c'est-à-dire que vous êtes vraiment... vous voyez tellement d'artisans, le travail des artistes et des artisans, que maintenant vous avez quand même le coup d'œil. Vous arrivez à distinguer le travail fini, le handmade. Donc aujourd'hui, le handmade est très, très, très prisé. C'est tendance. C'est très tendance. Tout ce qui est handmade, tout ce qui est fait main, ce savoir-faire existe. Juste, il faudrait comme ça donner un coup de pouce à ces artisans. En ce moment, je prépare, parce que c'est la saison, c'est l'été aujourd'hui, je prépare comme ça des chaises en rotin, très tendance, très moderne, je veux dire. Et puis, vous savez, je vous disais tout à l'heure, c'est très éclectique. On va faire, vous savez, de la céramique. On a fait... Mais vous vous adaptez il y a ce côté chez vous, il y a ce côté événementiel, et en même temps, vous vous adaptez à la période. Estivale, il y a eu Ramadan, il y a eu le printemps, il y a eu la fête des mères, donc par thématique. Exact. Alors, c'est vrai que pour la fête des mères, on a mis très en avant les bijoux. Les bijoux faits main. C'est vrai que je travaille avec mes anciennes adhérentes. Je les encourage. Je travaille avec une dame qui fait des bougies artisanales, des bougies parfumées. Pour l'Eid et Ramadan, on a fait des djebas, des djellabet. Bien qu'on était confinés, hein, donc c'était sur... C'est vrai qu'on a fait beaucoup de livraisons à domicile. On a fermé, on a pris cette décision de fermer bien avant le confinement, parce qu'on a vu venir le danger. Mais bon, après on a fini par rouvrir, je vous disais à la radio la fois passée qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Les gens ont envie de revivre, de sortir, de l'engouement aussi pour les pépinières. Absolument, c'est vraiment très 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 prisé, parce qu'on a envie de s'oxygéner un petit peu et de découvrir toute le beau ciel bleu d'Alger fait qu'on a envie de sortir, de vivre, de faire des choses. Et puis, bon, tout en restant vigilant, parce que le Covid est toujours là. Alors justement, actuellement, comment que ça se passe chez vous? Parce que c'est une boutique, le nombre de personnes, l'accès aussi aux personnes au sein de votre boutique, la distanciation, le port du masque est obligatoire? Absolument. Effectivement, c'était l'une des conditions de réouverture. Vous avez eu des inspections? Oui, enfin, pas vraiment. Enfin, on a eu une visite une fois de la police qui a vu que nous étions en règle. Effectivement, alors quand on n'a pas de masque, on ne rentre pas chez nous. Ou sinon, parfois, j'en donne quand j'en ai à la boutique. J'ai la chance d'avoir un grand espace, donc on peut accueillir quand même un certain nombre de clients, pas beaucoup, vous savez, il n'y a pas la foule. Alors on essaye de ne pas, c'est un grand espace, donc on essaye de ne pas dépasser les 3 personnes, 4 personnes, et on leur demande effectivement de respecter la distanciation physique. Donc à l'entrée, on propose le gel. Voilà. Oui, bien sûr, on essaye quand même, c'est pour pouvoir rester ouvert, sinon s'il y a une deuxième vague, ça va être terrible, parce qu'on sera obligé d'être reconfiné, malheureusement. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut... Vous restez positive, et on l'espère, nous tous. On va pouvoir s'en sortir dans la sérénité, la sécurité surtout. Inch'Allah. Vraiment. On va s'écouter une chanson, hein,
ensemble, donc, que nous avons choisi, et notamment le cardinal de la chanson Chabi, le Hajj Mohamed El Anqa, et on se retrouve juste après avec notre invité. لوش سمعت عبادك جملة في مكان واحد وضحى كل حد منهم يطلبك شهيد غايب القصد كلهم نالوا القصد كلهم نالوا انت المنشعر راس الشمعة بدل اللهيب مسباج حشايخي من يحصل ضموري كريم الكرامة بيتنا بفرج ينجح وينحفظ من يستعصب بيك الوقت وينحفظ من يستعصم بيك يا الوهاب سيدي انت المنع وانت المعطي اذا جهلت انا من فرطي اذا وجدت من صيف شرطي وصيف مفطي نعرف بان خيرك الكثير على الدوام واجد نرسترك بيت غطاش كيف ساحل اللي يستجب تسأل واللي يستجب تسأل سيدي يقرب عبده غالي ما يكون محتاج حاشا يجيب من يحسن ظنه بيك يا كريم الكرامة غيتنا بفرج ليك ربي دونك ما كان حد غلب الحمد ليك يا ربي دونك ما كان حد غلب العبد الحزين يخاف ويخشى عذاب قبره يموت ويرشى لا ينفع من غيظ وشاف يوم دهشى ما ينال من العبد في دنيته فايد إلا بأذنك يا من عن سري رقيب شاهد يفرح من يسعد حاله يفرح من يسعد حاله أحدث همته وطلع نجمه في خيار الضواج حاشا يخيب من يحسن ظنه فيه كريم الكرامة جميع ما كتمت ودسيت انت عليه رقاب جميع ما كتمت ودسيت انت عليه رقاب تعلم ما كتمت صمايم قلبي ما نميز عاد مخبي لا تحفيني يا ربي بسوء ذنبي من يرحم الضعيف بحالي ويكونوا مشاد ويوفقوا ويعادوا ما ينقص عليه عاد
ويسلكوا منه حاله ويسلكوا منه حاله ونبكى من Voilà, on vous a offert le cardinal et vous avez été très nombreux à nous demander la chanson. Merci pour cette pépite encore une fois, hein. Un très gai enregistrement que l'on vous propose dans notre émission, notre Algérie, la vitrine de Canal Algérie qui vous reçoit tous les dimanches après-midi pour aussi partager avec vous de très bons moments, je l'espère, entre l'Algérie d'hier et d'aujourd'hui, avec ces femmes et ces hommes qui construisent cette Algérie au quotidien. Avec nous, Madame Géziel Morfi, qui nous fait le plaisir d'être là, qui, elle, se bat pour le patrimoine algérien, hein, le patrimoine matériel, notamment l'artisanat, la beauté de l'artisanat bien de chez nous, souvent méconnu. Hein, souvent donc méconnu, mais vous avez fait un sacré boulot autour de cela. Vous êtes aussi dans le monde de l'art, hein, parce que l'artisanat, c'est un corps de métier, et puis l'art aussi, la création artistique des artistes peintres qui ont défilé chez vous depuis presque une dizaine d'années. Nous vous avons suivi dès les débuts. Oui, vous avez été à mes côtés, c'est vrai. Dès les débuts de la création de votre galerie Bouffée d'Art, et puis là, les ateliers Bouffée d'Art, et là maintenant avec le mood Medina Mood, donc c'est quelque chose de formidable. Et vous vouliez justement, avant de partir, vous vouliez aussi revenir et rebondir sur notamment la période de confinement, la sensibilisation. Vous avez été aussi choqué de voir des personnes essayer de rentrer chez vous sans masque. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai. C'est très étonnant parce que j'ai vu qu'il y avait quand même une sensibilisation à la radio, à la télé. Mais il y a toujours comme ça des brebis galeuses qui ne font pas attention. Mais enfin, je veux dire, il faut faire attention, ne serait-ce qu'à ses parents, ses grands-parents, parce que si on s'y expose, on expose nos familles. Tout à fait. Et du coup, je pense que tous les commerces, tous les espaces publics devraient être très stricts par rapport à ça. Personnellement, je ne laisse pas rentrer les personnes ne portant pas de masque. Tout à fait. Je pense qu'il faut maintenant savoir vivre avec ce avoir Covid. ces réflexes, en fait. Absolument, parce que... C'est vrai que c'est pas facile d'avoir le masque toute la journée, dans la voiture, en faisant nos courses, en sortant. Mais c'est ainsi fait, absolument. C'est important. Tout à fait. Moi, ça me sécurise de voir quelqu'un avec le masque. Absolument. Et puis, Linda, les hôpitaux sont surchargés, les médecins sont dépassés. Ils sont fatigués. Ne serait-ce que pour ces médecins qui se battent, eux, comme ça, tous les jours et qui s'y exposent tous les jours. Quand on sait que nos médecins, un bon nombre d'entre eux ne sont pas rentrés chez eux encore. Absolument. Qui sont moi, personnellement, j'ai de la famille qui ne rentre pas chez elle et qui va à l'hôtel, qui ne voit pas sa famille. Donc, ne serait-ce que pour ces médecins, faisons attention, soyons vigilants. Voilà, juste, c'est pas des choses extraordinaires que de porter un masque, de se tenir à 1 mètre ou 2 de son prochain. Ce déconfinement est bien, mais respectant les gestes barrières. Absolument. Merci Gézia. Linda, marhaba. Merci beaucoup. Sachez que nous sommes à Hidra, à la rue Al-Arbi Aliq. On nous retrouve très facilement sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On essaye d'être très actifs. Et puis voilà, c'est la saison estivale et on a concocté plein de nouveautés. Formidable. On vous y invite. J'invite tous les amateurs d'art, d'artisanat à venir nous rendre visite. Merci beaucoup et quant à nous, on va vous dire au revoir, on va vous laisser partir. Merci. On apprécie de la belle chanson du terroir toujours. Vous avez été nombreux à nous demander la Bahdriessa, une très belle chanson à chaque fois que l'on vous propose.
Vraiment, c'est beaucoup d'émotions quand on écoute ces chansons. Bonjour Driss Dorman, comment ça va? Très très bien, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Ravi, voilà. Merci beaucoup. C'est la rencontre des artistes, des éditeurs. Aujourd'hui, dans notre émission Notre Algérie, un nouveau souffle. Et quand on voit aussi Rabah Driassa qui on le salue aujourd'hui, on lui souhaite une longue vie, un artiste complet. Complet, de l'élégance, de l'éloquence. Une grande personnalité. De la présence aussi à travers ces chansons, des textes extraordinaires aussi. Hein. Oui, donc c'est beaucoup d'émotions quand on écoute Rabah Driassa. Ah, oh, oui. Et puis le bel orchestre de la RTA de l'époque. Tout le staff qui le suit. De l'époque. C'était des grands artistes, des grands compositeurs aussi. Vraiment, c'est très beau de retrouver toutes ces belles chansons qui ont bercé notre petite enfance. Hein. Tout à fait. Comment allez-vous, Driss Dorman? Écoutez, très très bien. Oui. Je vous remercie pour l'invitation. Là, je viens de démarrer une petite rétrospective de 80 œuvres dans la galerie Racine, qui est une des plus anciennes galeries à l'avenue Pasteur. À l'avenue Pasteur. D'ailleurs, je remercie tout le staff et l'équipe de Art et Culture qui m'ont donné cette opportunité et ça durera jusqu'à la fin du mois. Bien sûr, c'était un choix de variété de restes d'anciennes expositions. C'était surtout de donner, pour montrer un petit peu aux gens qui me suivent, aux amateurs d'art, et puis aux jeunes générations aussi que les arts plastiques aussi, c'est tout un travail. C'est-à-dire, il y a une réflexion de travail de différentes périodes. Donc, plus on travaille, plus on crée, plus on avance, plus on se retrouve en vérité. Oui. Voilà. Donc, vous disiez une fois que les jeunes étaient pressés. Qu'il y avait des jeunes qui, pour eux, ça y est, on est déjà arrivé. Eh ben, il y a des jeunes gens, écoutez, pas tous, hein, mais bon. Une petite partie. En fait, il y a c'est pas tous, heureusement, mais il y en a des jeunes qui sont très, très. D'ailleurs, dans la création, c'est comme dans l'écriture, il n'y a pas d'âge. Seulement, ce qui m'intéresse un petit peu, c'est que souvent, ils sont pressés, alors que. Regardez, aujourd'hui, par exemple, il y a une jeunette qui est passée, très, très sympathique. Elle est rentrée bonjour, en fait, elle voulait juste s'exposer. Elle n'a même pas pris le temps de regarder au niveau du travail. Parce qu'on apprend toujours le regard, on remplit, on reçoit, et en assistant à des expositions, en regardant l'autre ce qu'il fait, en visitant des musées, des galeries, en faisant des recherches, la télévision, l'environnement. Et à partir de là, en fait, c'est un peu comme un ordinateur qu'on lui donne des données. Oui. Et à partir de là, il y a l'idée de créer quelque chose, de philosopher. C'est comme dans l'écriture. L'écriture, ça inspire de la vie de tous les jours. C'est pareil au niveau de la création plastique. Et puis moi, je fais appel. C'est l'occasion aussi de demander aux parents d'essayer de faire sortir leurs enfants. Et puis on est resté quand même 3 mois. L'espace, il est magnifique, ça respire. Je remercie toute l'équipe de Agriculture parce que franchement, c'est hyper clean, c'est très grand. Il y a pour se laver les mains. C'est une galerie qui a été restaurée. Hein, elle a été restaurée avec une très très bonne lumière. Et ben j'espère qu'ils feront l'effort de sortir et de venir voir. J'aimerais bien avoir leur avis. Oui. Voilà. Et j'invite aussi bien sûr mes amis et mes collègues artistes de donner leur avis parce qu'on ne se rend pas compte. Des fois, le temps il passe un peu. Et en tant qu'artiste, à un moment, on se dit, puis ce que je faisais avant, c'est vraiment, c'est un peu. On se pose des questions, parce que souvent il y a des artistes aussi où on revient vers l'ancienne création. Et en même temps, ça me donne aussi, moi-même, avec l'espace qui est magnifique, avec une très bonne lumière. Parce que vous savez que, Linda, quand on a un problème d'atelier, je travaille dans un petit lieu, et des fois, on n'a pas de recul. Mais en plus, quand il y en a beaucoup d'œuvres qui sont entassées l'une sur l'autre, on n'a pas le recul. Et quand on réexpose comme ça une bonne petite partie de son travail avec de la lumière, avec les normes qu'il faut, là, ça nous donne aussi des idées et c'est mis en valeur. Quand on sait que c'est une galerie qui a abrité les plus grands de ce pays. Franchement, hein, oui. Ah ben, ça, il faut le citer. Hein. Tout à fait. Ça a été une galerie qui a abrité ici à Khem, tous les grands noms. Énormément d'artistes peintres qui ont exposé dans cette galerie. Ici, Khedda, Baya, tous les grands. Et puis même la première union des artistes peintres femmes et hommes, ils sont passés par là. Oui. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'elle est en plein cœur d'Alger, juste à côté de la Grande Poste. Oui.
Et puis voilà. Et donc, ce que je vous disais, je vais faire un petit atelier avec des enfants, ils vont passer pour les encadrer un petit peu. On s'est mis d'accord, bien sûr, pas avec un nombre très important, c'est juste ce qu'il faut. Et puis voilà. Eh bien, écoutez, puisqu'on parle d'artistes, on va vous présenter, on va présenter à nos amis téléspectateurs aussi, le portrait de 2 jeunes artistes. Et c'est un reportage qui a été fait par notre collègue Sarah Derbal. On les découvre ensemble et on se retrouve juste après. Ces tableaux riches en couleurs ne sont pas réalisés par de grands artistes, mais par 2 amatrices, Jazia et Fatiha. Les 2 sont femmes au foyer, l'une est passionnée de photographie, l'autre par la pâtisserie. Elles ont mis à profit cette période de confinement pour explorer de nouveaux horizons. Je n'avais rien à voir avec la peinture. La peinture, c'est venu comme ça. Et là, vraiment, je me retrouve c'est-à-dire même femme au foyer, même pour moi, c'est une grande occupation. C'est devenu une passion après la pâtisserie. Quand j'ai démarré, ça m'a plu. Je commençais à trouver les couleurs avec le prof, d'ailleurs que je remercie de tout ce qu'elle a fait pour nous. Et par la suite, j'ai appelé mon ami, j'ai dit voilà Fatiha, il était temps que tu viennes voir ce que je suis en train de faire. Et je lui ai envoyé sur Messenger tout ce que je réalisais, je lui montrais. Juste pour lui donner le coup de pouce pour m'accompagner. Là, elle m'a fait sortir et c'est comme ça que j'ai été vers la peinture. Sinon, je n'avais rien à voir, je ne savais même pas tenir un pinceau. Fatiha peint depuis 4 mois maintenant. Chaque support fait naître des idées nouvelles, des inspirations avec lesquelles elle crée des objets uniques. Comme vous avez vu ici, et j'ai plein de cadres qui sont mes coups de cœur que j'adore. Et chaque cadre, je lui ai donné un nom. Et vraiment, là, c'est devenu vraiment ma passion. Vraiment, alors en tenant le pinceau, j'ai des idées. Même si cette période de confinement n'a pas toujours été de tout repos, ces mamans ont su retourner cette situation exceptionnelle et parfois source de stress en leur faveur et en tirer le meilleur. J'essaie de faire ressortir ce que j'ai au fond de moi. Le ton de couleur qu'il y a aussi, ça me permet de voyager aussi à travers ces couleurs et ça détend aussi. Ouais. Et c'est une thérapie extraordinaire. Et je conseille à toutes les femmes, et pourquoi pas les enfants qui sont à la maison, avec les mamans, apprendre à faire par exemple du dessin. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Pour apprendre, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'est jamais trop tard pour découvrir de nouvelles passions. Une devise adoptée par ces 2 artistes en herbe. Pour elles, c'est là que réside le secret de la réussite. Voilà, il n'y a pas d'âge pour apprendre jusqu'au dernier souffle de notre existence. On est appelé à apprendre et à découvrir les belles choses et à vivre dans un certain bien-être aussi. Surtout dans la création, il n'y a ni âge, ni enfant, ni adulte, tout le monde peut s'exprimer. Et puis c'est une thérapie. Franchement, ça aide énormément. D'ailleurs, moi-même, comme j'étais ancien prof, j'ai travaillé beaucoup dans le domaine associatif. On peut aider beaucoup de gens à s'exprimer à ce qu'ils ont comme problème psychologique ou de pression de tous les jours. Et ça aide énormément. Alors justement, Driss Dorkmen, vous avez été l'un des initiateurs du salon du petit format, donc le salon d'automne, au Palais de la Culture, il y a de cela une quinzaine d'années à peu près. Oui, et ça a duré quand même 8 ans. Et moi, je trouve que ça me fait de la peine parce que je me suis battu avec Madame Bouchentouf, que je salue, c'est-à-dire ça donner la chance à tous les artistes du territoire national. Les jeunes gens qui ont un talent, qui ont un travail très spécial à eux, on leur donnait l'opportunité de venir se déplacer, de découvrir un peu Alger, le Palais de la Culture. C'est un lieu prestigieux aussi, le Palais de la Culture. Tout à fait, c'est une merveille. Et en même temps, d'apprendre ce que c'est qu'une scénographie, comment on s'exprime, montrer son travail, parce que souvent on se concentre sur les artistes qui sont à la capitale, mais on oublie qu'aussi, l'Algérie elle est immense, et il y a plein de talentueux qui font un travail extraordinaire. Donc ça donnait la chance à ces gens-là.
Et on faisait ce qui était intéressant, c'est une première dans l'histoire des catalogues en Algérie, où j'ai assuré qu'on met les contacts des artistes sur le catalogue, et ce catalogue bougeait, et ça mettait en valeur ces artistes. D'ailleurs, j'ai rencontré plein de jeunes artistes quand il y a eu le fameux Printemps des Arts pour le marché de l'art, et c'était l'occasion grâce un peu au Salon d'automne. Et là, ils sont en train de réfléchir, peut-être qu'ils vont reprendre cela. Parce que franchement, c'est donner à la chance d'un artiste qui soit beaux-artiste ou pas du tout beaux-artiste, parce que le talent, ça vient du ciel. Et c'est encore mieux si on a la chance d'aller à l'école des beaux-arts, de montrer ce qu'on fait comme création. Et franchement, c'est magnifique. Voilà. Alors justement, Driss Dormen, vous avez fait donc l'école des Beaux-Arts. Oui. Vous aussi, vous avez donc participé à ce bel événement qui était le Salon d'automne. C'était avec la rentrée, coïncidait souvent avec la rentrée sociale. J'ai organisé aussi la deuxième vente aux enchères dans l'histoire des ventes aux enchères en Algérie. J'ai organisé des expositions à l'étranger, des initiatives personnelles. Et vous avez été aussi, vraiment, le rendez-vous qui m'a beaucoup interpellée, c'est le rendez-vous avec la Chine. Vous avez été sélectionné comme l'artiste algérien qui a participé à cette rencontre. C'était une très, très belle aventure. Très, très belle aventure, oui. À rencontrer, voir l'autre pays, ce qu'il fait comme travail. En plus, on a été au sud de la Chine, c'était Hong Kong, Macao et Shenzhen. Et ce qui était intéressant pour un artiste, c'est voir les autres ce qu'ils font. Il y avait des très, très grands artistes du monde arabe. C'était surtout le monde arabe. Et pendant 20 jours, les 10 premiers jours, ils nous ont fait découvrir la culture chinoise. Et les 10 derniers jours, c'était le travail dans des ateliers. Chaque artiste crée à sa façon, à sa manière. Et la Chine, elle est en train de préparer le futur musée d'art contemporain du monde arabe. Donc, voilà, donc des idées comme ça, c'est extraordinaire. J'espère que nous aussi, on fera pareil un jour en Algérie. Déjà, en commençant par les artistes plasticiens algériens, on a des gens qui sont extraordinaires, qui sont ici et ailleurs à l'étranger. Et puis ça viendra peut-être pour mettre en valeur de la création plastique à travers le monde arabe et africain. Non seulement nous, on est dans une situation géopolitique extraordinaire, on est méditerranéen, africain, et en fait, on est dans une position où ça nous donne la chance d'avoir des voisins qui sont extraordinaires. Et cet échange-là nous donnera aussi des idées de faire de très très belles choses. Avant de retrouver donc une autre chanson dans quelques instants, mais avant cela, vous-même, vous êtes... donc de la région de Boussaada, une très très belle région, la région donc de Nasreddin Dine, de grands peintres, de grands écrivains, etc. Et vous avez fait aussi un travail avec donc les jeunes de jeunes peintres à l'université également. Oui, j'ai encadré des jeunes architectes à la wilaya de Msila. Et à Boussaada, je prépare avec une petite association qui s'appelle Ahbab de Boussaada pour aider à leur collecter un peu d'argent pour des enfants malades. Et c'est un projet, on devrait le commencer. Malheureusement, il y a eu l'histoire du corona. On attend juste après et ça va être un groupe d'artistes de différentes régions de la wilayette de l'Algérie qui vont faire un petit don. On va les vendre pour leur collecter, pour leur donner un coup de main. Et on va faire des ateliers avec ces enfants-là. Oui. Vous avez beaucoup travaillé avec les enfants aussi, même ici à Alger. C'est une nécessité, c'est eux l'avenir. Nous, on est adultes, on arrive à un certain âge, mais il faut qu'on travaille avec l'autre. Moi, je suis une génération qui donne. Moi, j'adore Nhalab, c'est pas comme il y a une expression de l'audio Nhalbouj. Au contraire, plus on donne, plus on ouvre les portes, plus il y aura une société qui bouge et qui fait de très belles choses. C'est comme nos ancêtres, c'est comme dans notre culture, on nous a toujours appris à partager, à échanger, à pardonner. Et à avancer, voir l'horizon, l'avenir. Et j'espère que... je pense qu'il y a toujours des gens qui sont là et puis qui font de très très belles choses. Donc, il n'y a pas d'âge pour moi. Une société, c'est comme une grande maison. L'Algérie, elle est une grande maison. Il y a le cousin, la grand-mère, le grand-père. Tout ça font que l'Algérie sera toujours debout. Voilà, et on va justement écouter de la très belle musique, notamment musique andalouse d'Ahmed Ben Achour, que l'on vous offre tout de suite, et on se retrouve juste après.
Notre Algérie avec nous Driss Dokmen, artiste peintre plasticien. Il expose actuellement à la galerie d'établissement agriculture, l'avenue Pasteur, la galerie Racine. Un très bel espace, vivre le confinement aussi. Donc, vous me disiez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent et ça commence. À les gens, eh bien, écoutez, c'est normal, on a vécu le confinement, oui. On est encore confiné jusqu'à, nous avons donc, c'est un déconfinement partiel où nous pouvons donc être actifs jusqu'à 20h. Et aujourd'hui, quand on était confiné pendant à 13h Nous, on n'a pas de problème. Les artistes plasticiens en général, il y a toujours quelque chose à faire. Moi, personnellement, je viens de terminer parce que en fait, ma démarche artistique, c'est que chaque fois que je travaille sur un thème, les 2 prochaines grandes expositions, ça va être sur le monde du théâtre. Je suis en train de courir pour essayer de trouver du sponsor pour faire un petit catalogue ou pour les encadrements. Donc, ça coûte énormément cher. Et le monde des Touaregs, les hommes bleus, tout ce qui est amazir, poterie, bijoux, culture, chameaux, paysages, tout cela, je suis en train de travailler dessus. Quand on était confiné, c'est pratiquement tous les jours travail. Par contre, j'ai de la chance d'être branché la chaîne 3 et bien sûr Canal Algérie, tout le temps. Et en fait, on peut travailler et écouter en même temps. Oui, donc tout à fait. Ça, c'est une chance. Et le temps, c'était surtout la réflexion et le travail, puis voilà. Parce que grâce un peu au travail sans arrêt comme ça, c'est que l'artiste, il évolue au niveau de sa recherche plastique. C'est vrai que c'est aussi une période stressante. C'est-à-dire qu'on est confiné, c'est malgré nous. Hein, donc c'est des moments stressants parce qu'il y a la peur qui nous guette aussi par rapport au Covid. Donc on n'est pas très à l'aise non plus pour réfléchir. Moi, personnellement, j'adore la nuit. Et puis, ce qui m'agace un petit peu, cette histoire du confinage, c'est surtout le soir. Parce que dans le même lieu où on travaille, dans le même lieu où on vit, c'est pas du tout évident. Parce que d'habitude, je sors le soir, je rencontre des amis, des intellectuels, etc., pour discuter, pour papoter, pour échanger des idées. Et là, le soir, c'est
pas le droit de sortir. Non, ça joue un sûr. petit peu sur le moral. Oui. Seulement quand on a l'imagination, on essaie de se brancher dans d'autres directions pour oublier un petit peu. Et puis voilà. Nous savons qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont déplacées dans leur ville natale, vous aussi. Moi, personnellement, oui, c'était l'occasion de profiter de la famille. C'est ça. La famille, la maman. Par contre, la gastronomie, on s'est éclaté avec l'occasion du mois de Ramadan. Là, c'était que des belles choses. Et profiter du moment, parce que des fois, on n'a pas le temps. La vie de tous les jours, ça prend beaucoup de temps, surtout pour un artiste, d'aller contacter les gens, de vendre, pour vivre. Et dans une ville, c'est vrai qu'à Alger, c'est magnifique, mais malheureusement, il y a tellement de pression, d'encombrement, etc. Et avec le confinage, par contre, on a profité de ça. De l'air, il est devenu très pur. Oui. On entend les oiseaux. Oui. On a eu cette année-là quand même un printemps normal, entre guillemets, moins de pollution, avec de l'air magnifique, de l'oxygène. Peut-être qu'aussi, il y a la nature aussi qui nous a un petit peu punis avec cette maladie. Ah ben c'est clair. Moi, je pense. Hein. Et il est temps que l'être humain réfléchisse un peu, se pose la question, il essaie de ne pas polluer, de jeter des... moi, quand je vois, il y a des gens maintenant, ils sont en train de jeter leurs masques, franchement, c'est malheureux, c'est honteux. Et il est temps qu'on respecte cette nature qui nous donne la vie, l'oxygène, ce qu'on mange, et puis cette nature qui est très belle. Moi, je pense qu'il est temps franchement, une fois qu'on va, Inch'Allah, dépasser cette crise, Inch'Allah, et puis qu'on se pose des questions, qu'on prend nos responsabilités envers cette terre. Alors, vous êtes un artiste peintre qui aussi s'intéresse, dans chacune de vos expositions, il y a aussi des thèmes, des préoccupations. J'ai travaillé sur les arbres. J'ai fait une très très belle exposition à une période au Palais de la Culture. Et au fait, moi, quand j'organise une exposition, je mélange la réalité, c'est-à-dire au lieu qu'on arrive dans une galerie, juste les gens ils sont là pour assister au vernissage, j'aime bien un peu mélanger les deux. J'avais fait dans le temps une exposition que j'appelais Mes amis les arbres, et j'ai trouvé, parce qu'à une période où on coupe les arbres, ça me faisait mal. J'ai eu une enfance où je fréquentais beaucoup les arbres. J'ai ramené des enfants du quartier de Kouba, et ils sont venus eux-mêmes voir comment l'artiste s'inspire de l'arbre. Et après, je les ai poussés à eux-mêmes planter ces arbres-là et de leur donner leur nom. Pour moi, l'enfant, quand c'est lui qui fait les choses, plus tard, il va être adolescent, adulte, et c'est lui qui va protéger ses arbres, c'est lui qui va être conscient, parce que c'est sa personne. Et ça le poussa, plus tard, une fois en étant adulte, d'avoir de très beaux souvenirs. Oui, tout à fait. Et puis l'arbre, il est lui-même une sculpture, la source d'inspiration de l'artiste aussi, c'est la nature. Tout est art quand on regarde, quand on a le regard, quand on est un peu apaisé. D'ailleurs, je fais appel aux gens, quand ils rentrent, qui prennent leur temps à regarder. Souvent, les gens, ils sont pressés. Et il y a une expression qui revient toujours sur leur bouche, ils disent qu'on n'a pas compris. Alors je leur dis, pourquoi quand vous écoutez un morceau de musique, vous comprenez? Non, on savoure, c'est comme un bon plat. C'est comme, je ne sais pas, il y a des choses il n'y a pas d'explication. L'esprit s'ouvre en fait. C'est l'esprit, il suffit juste de se relâcher, de regarder, après où on sent quelque chose, ou on ne le sent pas, tout simplement. Où on vibre pour une toile. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que ça manque un peu cette culture. Et je ferai appel aussi à mes anciens collègues qui enseignent l'éducation artistique, parce qu'il y a une branche qui est extraordinaire, l'éducation artistique au collège, de faire sortir les élèves. J'espère après bien sûr cette histoire du corona. Parce que l'enfant aussi, quand on sème en lui cette graine de l'esthétique et de la beauté, quand on regarde, quand on ouvre l'esprit, elle est dans tous les domaines. Elle n'est pas dans une œuvre d'art, elle est dans le design, dans les vêtements, dans l'architecture. On touche un petit peu dans tous les secteurs. Vous parlez avant avec notre dame Jaziel Morfi qu'on salue. L'artisanat, c'est aussi c'est de la création. Donc l'économie aussi, elle nous touche un peu. Vêtements, tout. Il suffit de prendre, par exemple, souvent j'explique aux gens qu'une œuvre d'art, il n'y a pas que l'œuvre. On prend des fois juste un petit détail, on peut le mettre sur un morceau de tissu, sur une assiette, sur un bijou. Et ça donne tout un travail derrière. Et aussi, je propose aux jeunes gens qui sont dans l'économie et dans le marketing de penser un peu aux artistes, parce que l'artiste, logiquement, il est dans son atelier, il crée, et c'est d'autres personnes qui s'occupent de lui.
Parce qu'on peut avoir tout un staff de vivre à travers la création plastique. Tout à fait, tout à fait. En tous les cas, merci. Merci pour l'invitation. C'est ouvert tous les jours, voilà. de 9h jusqu'à 7h du soir. Très bien. En tous les cas, à merci. La Galerie Racine. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un véritable plaisir de recevoir Dariz Dorman. Le temps passe tellement vite en votre compagnie, amis téléspectateurs, et en compagnie de nos invités également. Donc, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un autre rendez-vous de notre Algérie. Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.